Bonjour! Donc aujourd'hui, on commence le chapitre 4. Le chapitre 4, c'est un chapitre où il y a un petit peu plus... chapitre 3, c'est beaucoup de petits points qu'on a mis un sur de l'autre. Chapitre 4, c'est moins d'éléments, mais ces éléments-là sont plus importants, donc ils vont vous permettre d'analyser n'importe quel circuit avec deux lois qui sont très simples, qu'on va voir, c'est les lois de Kirchhoff. Donc, dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de matière. Puis là, on peut réorganiser ça de différentes manières. Là, c'est rare, je vais faire un genre de plan, mais vous voyez que mes plans ne sont pas super élaborés. Donc, je ne vais pas nécessairement suivre à la lettre les éléments qui sont dans votre livre, mais vous allez vos notes de cours. Donc, vous allez, en réalisant ça, ah oui, tout est là, mais placé de façon différente. Donc, on va commencer par le plus simple. Comment on applique les lois de Kirchhoff? Donc, comment on analyse des circuits? Premièrement, on va toujours travailler avec le courant conventionnel. Donc, le courant conventionnel, c'est le courant des charges positives. Et le courant des charges positives sort toujours de la grande barre d'une pile pour revenir vers la petite barre. Donc, le symbole d'une pile, on a déjà parlé dans une capsule. Donc, ceci, c'est le symbole d'une pile ou d'une force électromotrice. Donc, une pile, ça peut être un barrage, n'importe quelque chose qui prend une forme d'énergie et qui la transforme en énergie électrique ici. Donc, nous, on va toujours supposer le courant conventionnel, donc comme des puces qui voyagent dans le circuit. Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui va être super important dans les circuits? C'est d'analyser, de fixer le potentiel de chaque côté. Donc, les particules qui traversent un circuit ont toujours soit plus ou moins de potentiel avant ou après l'élément. Donc, pour une pile, c'est très simple. Le but, c'est d'augmenter l'énergie potentielle des charges qui la traversent. Donc, ici, la petite barre, le petit trait de la pile sera toujours le potentiel plus bas, qu'on identifiera moins, et le plus, le potentiel le plus élevé, le plus grand. Donc, plus grande barre, moins petit barre. Pour une résistance, dites-vous, potentiel énergie. Donc, quand des particules chargées vont traverser la résistance, l'énergie qu'elles ont va se transformer en énergie thermique, en énergie de mouvement. Donc, il y a toujours plus d'énergie électrique avant qu'après. Donc, ça va se refléter au point de vue du potentiel. Donc, le potentiel le plus grand sont toujours du côté où entre le courant dans une résistance et le côté où en ressort sera le potentiel le plus petit. Donc, dans un circuit, il va falloir être capable d'identifier le côté plus et le côté moins. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est pas côté plus, côté moins, c'est qu'est-ce qu'on va appeler le delta V. La différence de potentiel. Donc, c'est sûr que vous allez faire des circuits un petit peu plus tard au laboratoire. Les différences de potentiel, on peut avoir des différences de potentiel positives ou des différences de potentiel négatives. Donc, le delta V, ça peut être plus 6 volts ou ça peut être moins 6 volts. Quand est-ce qu'on a plus 6 volts? C'est quand on passe d'une polarité moins à une polarité positive. Donc, par exemple, si mon chemin était de passer de A vers B ici, et que c'est une pile qui était marquée dessus 6 volts, si je passe de A pour aller vers B, je passe d'un moins à un plus. Donc, c'est une hausse de potentiel. Le delta V relié à ces deux points-là, ça sera une différence de plus 6 volts dans ce cas-là. Quand est-ce qu'on aura des différences de potentiel négatives? C'est quand on passe d'un plus à un moins. Donc, par exemple, si je continuais mon chemin, si j'allais de B vers C, et que je demandais quelle est la différence de potentiel entre ces deux points-là, donc comme je passe d'un potentiel plus grand à un potentiel plus petit, donc on aurait une chute de potentiel, donc on aurait peut-être une différence de potentiel de moins 4 volts dans ce cas-là. Maintenant, on va passer à une petite différence. Donc, c'est sûr que dans les problèmes, on va souvent supposer que la pile est idéale, mais quand vous allez faire des laboratoires, s'il y a peut-être une discordance entre la théorie et l'expérimental, peut-être on pourrait chercher de ce côté-là, est-ce que la pile s'est comportée comme une pile réelle? Donc, qu'est-ce qu'une pile idéale? Une pile idéale, c'est 100% de l'énergie, par exemple, chimique, est devenue de l'énergie électrique. Donc, il n'y a aucune perte qui se fait à l'intérieur.
Et généralement, une pile idéale, on va la symboliser comme ceci. Dans une pile réelle, malheureusement, le transfert d'énergie, c'est le cas, ne serait pas à 100%, il y a toujours des pertes dans ce cas-là. Donc, comment on peut symboliser une perte dans une pile réelle? Donc, cette perte-là va être symbolisée par une petite résistance qu'on va appeler RI, ou RI, c'est une résistance interne. Donc, cette résistance interne-là va expliquer pourquoi, si c'est marqué 6 volts, par exemple, sur la pile, vous mettez votre pile dans votre circuit, peut-être votre pile va être peut-être rendue juste à 5.8, 5.9 volts. Ce n'est pas une grosse erreur. Donc, la résistance interne, c'est toujours une résistance qui est petite, qui explique les pertes qu'on aurait dans un circuit. Donc là, on va faire quelque chose de particulier pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire une résistance interne. Donc, on va faire un circuit avec une pile réelle. Donc, j'ai une pile réelle qui est ici. Donc, j'ai qu'est-ce qu'on appelle la FEM. Donc, qu'est-ce qui transforme, souvent le symbole qu'on va prendre, c'est ceci. Qu'est-ce qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique, ou ça peut être un barrage, l'énergie potentielle gravitationnelle en énergie électrique. J'ai à l'intérieur de ma pile une résistance interne. Donc, après ça, je complète un circuit avec d'autres résistances ici. R1, R2 ici, comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça. La pile et la résistance interne, ou la FEM et la résistance interne, font un tout. Donc, je ne peux pas aller prendre des mesures entre les deux. Donc, c'est un boîtier c'est un ensemble que je ne peux pas séparer. Donc, si je vous demandais quelle sera la valeur que vous allez lire au bord de la pile si c'est dans un circuit fermé. Donc, si dans un circuit fermé, on sait qu'il y a un courant qui circule, qui sort de la borne positive pour revenir vers la borne négative. Donc, notre courant va aller comme ceci. Donc, on va dire ici. On va placer nos différences de potentiel. Donc, pour une pile, peu importe le sens courant, ce sera toujours la petite barre moins, la grande barre plus. Pour la résistance interne, là, le courant arrive du bas vers le haut. Donc, le côté où entre le courant, c'est plus. Le côté où en ressort, c'est le moins. Même chose ici. Plus, moins. Plus, rentre ici, sort ici, plus, moins. Donc, ce ne sera peut-être pas intéressant ici. Donc, si je vous demandais de calculer la différence de potentiel au bord de la pile, donc si je vais mettre un point A ici, là, ici entre un A majuscule et un A minuscule ici, et un B ici. Donc, qu'est-ce que sera le delta V de la pile? Le delta V de la pile, ce sera la somme de tous les delta V du point de départ jusqu'au point d'arrivée, donc de A vers B ici. Donc, si on fait ça, qu'est-ce que vous allez obtenir? Donc, on part de A, on s'en va vers B. Donc, ici, fil, 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 fil. On va traverser la FEM de la pile, donc le système qui transforme l'énergie en énergie électrique. Est-ce que ça va être une hausse ou une chute de potentiel? On passe de moins à un plus. Donc, si on passe de moins à un plus, c'est une hausse de potentiel, donc on aura plus la FEM de la pile. Normalement, c'est qu'est-ce qui est marqué sur le boîtier de la pile. Donc, par exemple, 6 volts, 1.5 volts, par exemple. On continue. On n'est pas rendu encore au point B. Donc, pour arriver au point B, il faut traverser la résistance RI. Dans la résistance RI, on passe d'un plus à un moins. Plus un moins, c'est une chute. Et la chute, le delta V au bord d'une résistance, est donné par la loi d'Ohm R fois ici. Donc, on aurait moins la résistance interne de la pile fois le courant qui circule ici. Et là, on s'aperçoit que si la pile était 6 volts, par exemple, et là, dépendant du courant qui circule et de sa résistance interne, la valeur qu'on va lire au bord de la pile sera une valeur plus petite que 6 volts. Donc, une pile réelle, malheureusement, il y a une petite perte due à sa résistance interne. Et là, je vais juste ouvrir une parenthèse. Est-ce que ça veut dire que le delta V de la pile sera toujours plus petit que la valeur de sa FEM? Eh bien non. Donc, si vous avez par exemple un système avec plusieurs piles, donc par exemple, je refais quelque chose comme ceci, comme ça et comme ceci.
un R ici, je vais appeler ça R2 et comme ceci. On peut voir que dans certains cas, et là je vais juste le faire rapidement, donc le courant, s'il y a deux piles, il y en a une qui est plus forte que l'autre, donc L est plus grande que L. Et là ici, on a un cas particulier pour l'autre pile. Je vais la mettre en pointillé ici. Je ne pensais pas le faire, mais je vais le faire malgré tout. Oh, on a une pile, normalement le courant doit toujours sortir de la borne positive. Et là, ça rentre dans la borne positive. On a une pile qui est en train de se faire recharger. Donc par exemple, si votre batterie d'auto tombe en panne, pour la recharger, vous devez brancher la borne positive de votre batterie à l'autre borne positive et la borne négative à la borne négative. Donc les deux négatives ensemble, les deux positifs ensemble. Et si on fait la même logique d'analyse, petite barre, grande barre plus, petite barre moins, ici, le courant entre par le haut, plus et moins ici. Et qu'on calcule la somme des delta V entre avant et après. Donc, somme des delta V pour trouver les delta V de cette pile-là. Qu'est-ce qu'on a ici? De plus à moins. Potentiel plus grand à potentiel plus petit. Chute ici. Moins epsilon 2. De plus à moins. Oh, encore une chute. Donc, moins R2 I ici. Donc, ici, dépendant si on passe de là à là ou de là à là, on va mettre une valeur absolue ici. Et là, on s'aperçoit que les deux termes ont le même signe. Donc, si on avait 6 ici, on va avoir moins 6, moins quelque chose. Ça va donner une valeur plus grande que 6 en valeur absolue. Donc, une pile qui se fait recharger, si sa valeur nominale était 6, on va voir à ses bornes. Normalement, quand ça fait recharger, parce que c'est moins que la valeur nominale, mais on avait une valeur plus grande que ce qui est indiqué sur le boîtier de la pile. Donc, faire attention, c'est pas toujours cette équation-là ici. C'est pas une soustraction entre les deux termes. Des fois, les deux termes peuvent avoir le même signe. Donc, si j'avais fait la somme dans l'autre sens, ça aurait été moins à plus, plus, moins à plus, plus. Donc, l'important, c'est de savoir que des fois, ils ont les mêmes signes, des fois, ils ont les signes opposés. On va passer maintenant à une étape plus avancée. Donc, là, on a vu des bases, donc les hausses, différences de potentiel, les polarités de chaque élément. Là, on va voir que si on a un circuit plus complexe, donc là, j'ai dessiné un circuit avec plusieurs piles, plusieurs FEM, plusieurs résistances. Comment on peut trouver la différence de potentiel ou le courant qui traverse chacun des éléments? Donc, premièrement, avant de commencer les lois qui vont s'appliquer, les fameuses lois de Kirchhoff, on va déterminer les caractéristiques ou des caractéristiques qu'on applique au système. Donc, il y a trois choses qu'on doit connaître. Premièrement, un nœud. Qu'est-ce qu'un nœud? Un nœud, c'est un endroit dans le circuit où le courant peut se diviser ou s'unifier. Donc ici, je vais continuer, je vais juste mettre ici des lettres ici, A, B, C, D, E, et F ici. Donc c'est un endroit où si j'arrive comme particule, j'ai un choix. Je peux soit continuer tout droit ou tourner, ou je peux tourner à droite ou à gauche. Donc ici, c'est une division, en vacances, c'est une intersection dans le circuit où le courant peut se diviser ou s'unifier. Donc si on regarde dans ce cas-là, quels sont les nœuds? Les nœuds, c'est... On va voir ça. Donc, quels sont les nœuds? Un endroit que ça se divise. Ah, si j'arrive ici, je peux aller en bas, je peux continuer tout ça. Donc, B est un nœud. Est-ce que j'ai d'autres nœuds ici? Donc, ici, le C, ça ne peut pas se diviser. Je suis obligé de continuer comme ça. Ici, le E. Le E, je peux soit monter ou continuer. Donc, ici, le E, c'est aussi une intersection. Donc, on aurait deux nœuds. On aurait B et E. Donc, ça fait bête. Jeu de mots. Donc, reconnaître les nœuds, c'est très important parce que plus tard, vous allez avoir une loi qui s'appelle la loi des nœuds. Donc, ici, je vais juste les mettre en bleu par la suite. Par la suite, il y a le mot branche. Qu'est-ce qu'une branche dans ce circuit? C'est une partie de circuit qui est entre deux nœuds. Donc, ici, là, ici, on a juste deux nœuds, mais si on avait trois nœuds, c'est une partie qui est entre deux nœuds. Qu'est-ce qui est entre... Si j'avais un troisième nœud, ça serait encore plus compliqué. Qu'est-ce qui est entre deux nœuds? J'ai le segment. Ici, je pourrais appeler... J'aurais la branche BA, FE, une BAF. Donc, si je pars d'un nœud, je termine un nœud. Donc, BAF. Oh, qu'est-ce que je pourrais avoir? B et E. Je pars d'un nœud, je termine un nœud. Donc, B, E ici, être ou ne pas être.
Et après ça, j'aurais aussi cette partie-là ici qui serait B, C, D, E. Donc, ce circuit-là comporte 3 branches. Et qu'est-ce qui est particulier ici? Le nombre de branches donne le nombre de courants tirants qui peut circuler dans le circuit. Donc, c'est qu'ici, entre B et E, il peut juste avoir un courant avec une certaine valeur. B, C, D, E, le courant ne peut jamais se diviser. Donc, ça donne un deuxième courant tirant qui peut circuler dans ce bout-là. Et ici, il y aura un troisième courant tirant qui va circuler ici. Donc, le nombre de branches va donner le nombre de courants tirants qui va s'appliquer dans le circuit, qu'on va retrouver dans le circuit. Dernier terme, c'est une maille. Donc, qu'est-ce qu'une maille? C'est tout parcours fermé dans notre circuit. Donc, si je pars d'un point, je dois revenir à ce point-là. Donc, ici, dans ce système-là, donc ici, quelqu'un va dire, la maille, ceci est un parcours fermé. Donc, j'aurais A, B, E, F, A, qui serait une première maille. Une deuxième maille, ce serait quoi? Un deuxième parcours fermé. Ça peut être ceci. Et mes parcours fermés, je peux les faire sens horaire ou anti-horaire, ça n'a aucune importance. Donc, je peux aller dans le sens B, E, D, C, B ici. Mais il existe une troisième maille. Et cette troisième maille-là, ça serait le grand contour. Donc, A, B, C, D, E, F, A. Donc, j'ai 3 mailles ici. Et on va voir que ces 3 mailles-là, il y en a juste 2 qui sont indépendantes. Donc, en combinant soit les 2 premières ou les 2 dernières, on retrouve l'autre par la suite. Dernier élément pour la capsule, on va élaborer ensemble les fameuses lois de Kirchhoff. Donc, c'est 2 lois qui, on va les appliquer avec un circuit avec des résistances et des piles, des forces électromotrices, des sources de tension, mais ça pourrait s'appliquer avec des condensateurs, des bobines. C'est des lois qui sont générales, c'est des lois qui s'appliquent pour tous les circuits. Donc, il y a 2 lois de Kirchhoff. Donc, premièrement, il y a la loi des nœuds. Donc, c'est pour ça que j'ai introduit qu'est-ce qu'un nœud, qu'est-ce qu'une branche, qu'est-ce qu'une maille. Donc, qu'est-ce que la loi des nœuds? C'est, on va l'énoncer, la somme des courants qui va entrer dans un nœud doit être égale à la somme des courants qui vont en ressortir. Donc, par exemple, si j'avais un courant qui arrivait comme ceci, que j'appelle ça le courant IA, ce courant-là, aller dans un nœud, il pourrait se diviser. Donc, une partie qui pourrait descendre ici et une partie qui peut aller là. Donc, tout ce qui est rentré, des charges ne peuvent jamais s'accumuler dans un circuit, dans un nœud. Elle doit toujours s'écouler. Donc, c'est comme si j'avais 10 autos qui arrivaient là. S'il n'y a pas d'accident, ces 10 autos-là, il y en a peut-être 8 qui vont passer là, 2 qui vont aller là pour redonner notre 10 de départ. Donc, tout ce qui est dans une intersection doit en ressortir. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Waouh! Ça semble relativement simple comme loi. Oui, ça va bien. Donc, c'est une loi qui est facile à établir dans les circuits. Deuxième loi, c'est la loi des mailles. Donc, qu'est-ce qu'une maille? C'est un parcours fermé. Et on va revenir en mécanique. Donc, en mécanique, si vous allez par exemple sur le Mont-Saint-Hilaire, donc on est à Saint-Hyacinthe, on plug les produits locaux. Donc, je pars sur le Mont-Saint-Hilaire. Donc, des fois, je vais monter. Donc, je vais avoir des gains d'énergie potentielle. Je monte, je redescends. Je remonte, je redescends. Et si je reviens à mon point de départ, j'ai des montées, j'ai des descentes, j'ai des montées et j'ai des descentes. Si je fais la somme des montées et des descentes, ça va redonner 0. Dans un circuit, ça va être la même chose. Quand les particules vont circuler dans un circuit, des fois, il y aura des hausses d'énergie, des fois, il y aura des baisses d'énergie. Mais si on revient à notre point de départ, la somme des hausses et la somme des baisses va donner 0. Donc, si on écrit ça sous une forme avec des symboles de physique propres à l'électricité, donc ici, comme l'énergie est proportionnelle à la différence de potentiel, donc c'est-à-dire que la somme des différences de potentiel dans un circuit, si je fais un parcours fermé, sera toujours égal à 0. Donc, quand vous regardez ça, waouh! 2 lois qui semblent être relativement simples, mais l'application peut devenir un petit peu plus complexe. Donc, dans la prochaine capsule, c'est rare que je fais ça, mais là, cette fois-ci, je vais le faire. Je vais faire un exemple sans chiffres, juste pour expliquer la méthode
Et dans un Zoom exercice, on va faire un problème numérique ensemble pour tenir compte de comment on résout ensemble. Donc, l'interaction avec vous serait quand même importante pour... Même si je fais des Zoom capsules, des fois, je fais des capsules, pas grave, je suis en train de me... Vous voyez, donc je vais arrêter là immédiatement. On se dit au revoir et à la prochaine capsule pour l'exemple sans chiffre. Yo!